Ce soir à l'émission, Jasmine Aupin et la fromagerie du campus. Ça apporte une certaine fierté là, de revenir avec du fromage puis le faire goûter aux gens de notre famille. Et une visite guidée dans les ateliers municipaux. Pour la ville, c'est important de souligner ce que les travaux publics faisaient pour la ville de Blainville. En entrevue, je reçois la nouvelle présidente de l'Association des microbrasseries du Québec, Isabelle Charbonneau. On aimerait que le gouvernement nous aide à avoir accès au marché public. Je m'entretiens également avec Nathalie Honoré, qui nous parle d'un programme d'aide à l'emploi pour les personnes immigrantes. Au Québec, la hiérarchie est très plane, est très peu marquée. On peut parler à son directeur sans aucun problème. Dans certains pays, parler à son directeur, c'est quelque chose qui est complètement interdit. C'est une hiérarchie qui est plus à la verticale. Enfin, Mélanie Saint-Laurent met la table en vue de la production estivale du Petit Théâtre du Nord. On peut pas s'appuyer sur « Ah oui, j'ai vu le style du Petit Théâtre du Nord, j'irai pas cette année. » Non, non. On sait jamais à quoi s'attendre. On sait pas à quoi s'attendre. Bienvenue à Accès local. Jeudi 22 mai 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins, en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Il y a une jeune Blainvilloise qui se démarque à l'Université Laval. Elle a pris part à un projet parascolaire qui a été primé. De quoi il s'agit exactement? Alors, de la fromagerie du campus qui a reçu une bourse de 1 000 $ au dernier gala de la vie étudiante de l'Université Laval à Québec. C'est Jasmine Aupin, originaire donc des Basses-Laurentides, qui est vice-présidente de la production de la fromagerie, un projet unique au Canada qui a vu le jour à Québec, donc en 2007. La fromagerie du campus est ouverte à tous les étudiants intéressés par la production fromagère et organise des formations, des dégustations, des visites d'usine et bien sûr de la production de fromage. Jasmine Aupin nous parle des tâches qu'elle exécute en tant que vice-présidente de la production. Je commande le lait cru, je réserve les équipements, par exemple le pasteurisateur, les cuves de lait, puis je fais les horaires, on prépare les registres. Sinon, pendant la production, je coordonne les équipes. On vérifie la courbe d'acidité pour s'assurer que notre fromage, il est correct. Et qu'est-ce qu'on produit, Clara, à la fromagerie du campus? Ils peuvent faire du fromage en grains, de la mozzarella, du camembert, du gouda aussi, des produits qui sont ensuite tous nommés d'après un pavillon de l'établissement scolaire. Il y a 2 productions par session universitaire et le stock est écoulé dans des ventes organisées par la fromagerie ou lors d'événements. Le projet est complètement parascolaire et s'adresse donc à des gens de tout programme. Toutefois, Jasmine Aupin m'expliquait que ce sont surtout des étudiants de son programme, sciences et technologies, des aliments qui s'impliquent dans la fromagerie. Donc, pour ce faire, ils ont à leur disposition un laboratoire qu'ils utilisent aussi pour leurs cours. Ça leur permet de mettre en pratique ce qu'ils apprennent en classe, mais aussi de tisser des liens. On peut écouter Jasmine Aupin à ce propos. On travaille tout ensemble, on apprend ensemble. Pendant, une production, c'est une journée entière, donc on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Puis au final, on voit le fruit de notre travail. On porte tout le temps avec du fromage à la maison. Puis je pense que, c'est sûr, ça apporte une certaine fierté là, de revenir avec du fromage, puis le faire goûter aux gens de notre famille. Puis moi, on est tout le temps content de travailler ensemble. On est comme rendue une famille, là. Si l'université a récompensé cette ancienne du collège Lionel Groulx et son équipe, c'est parce qu'ils ont réussi à remettre sur pied la fromagerie après un arrêt forcé des activités causées par la pandémie de COVID-19. On écoute à nouveau Mme Aupin. Il a vraiment fallu comme repartir. C'est sûr qu'on avait des protocoles, mais nous, on n'avait aucune formation. Fait qu'il a fallu tout refaire de zéro. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un pour nous montrer comment faire. C'est sûr qu'il y avait des professeurs pour nous aider, mais on a reparti les réseaux sociaux, puis ça pogne vraiment bien, je dirais, sur Internet. Voilà, Claude, pas encore de façon d'acheter ici le fromage produit par les étudiants puisque la production reste artisanale, mais vous pouvez toujours suivre la page Facebook du projet. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. On ira, visiter des ateliers municipaux. À plus tard, Claude. Le Mi-temps organise un spectacle bénéfice mettant en vedette l'humoriste Sylvain Larocque le vendredi 27 juin à la salle de l'Hurlu. Cet événement, qui en est à sa 3e édition, a pour but d'amasser des fonds pour cette maison qui offre des services d'hébergement aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. Sylvain Larocque proposera du matériel inédit dans une prestation de 75 minutes, précédée d'une première partie offerte par un artiste surprise.
Une signaleuse routière de 66 ans est décédée mercredi matin après avoir été frappée par une tractopelle sur un chantier de construction situé à Saint-Jérôme. Selon le service de police municipal, l'accident est survenu vers 7h45, près de l'intersection des rues Gauthier et Dany. Le décès de la travailleuse a été constaté sur place. La police de Saint-Jérôme et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail ont ouvert des enquêtes sur les circonstances de l'accident. Copropriétaire des brasseries Dieu du Ciel établies à Montréal et Saint-Jérôme, Isabelle Charbonneau vient d'accéder à la présidence de l'Association des microbrasseries du Québec. C'est un plaisir de l'accueillir. Madame Charbonneau, bonsoir. Oui, bonsoir. L'association pilote plusieurs dossiers importants là, qui concernent notamment les enjeux de distribution et de la vente des produits. On dirait que chaque fois qu'il y a un obstacle qui se met en travers de votre chemin, c'est le gouvernement qui l'a placé là. On en est où là, dans les différentes, je dirais, batailles? Là, le mot est un peu fort, là, mais on en est où dans ces dossiers-là? Ben, récemment, on a gagné une grande bataille que ça faisait longtemps qu'on tenait. Donc, à partir du 1er septembre, là, il va y avoir le retrait du timbre qu'on devait apposer sur des contenants. Alors ça, on est très, très content de ce projet de loi-là qui va rentrer en vigueur. Il y a d'autres dossiers, tout dépendant là, du type de permis, mais grosso modo, là, l'industrie, on aimerait que le gouvernement nous aide à avoir accès au marché public. Ouais. Donc, en ce moment, c'est pas possible pour les microbrasseurs de vendre leurs produits en marché public comme les producteurs de vin le font ou les maraîchers. On pense que ça pourrait être vraiment un très, très bon gain, surtout pour les modèles d'affaires un peu plus petits en région, donc où le marché local prend tout un poids dans le développement économique. Il y a aussi une autre chose qu'on demande, c'est la livraison par un tiers. Donc, en ce moment... par exemple, il y a des microbrasseries qui peuvent vendre proposer leurs produits sur Internet, mais les consommateurs doivent venir les chercher à la brasserie parce qu'on n'est pas autorisé à livrer directement à des consommateurs là, par un tiers. Donc, entre autres, on peut pas envoyer nos bières par Post Canada là, ou par un distributeur quelconque. C'est pas possible de faire ça. C'est compliqué. Il y a l'enjeu du positionnement, de la promotion aussi qui vous préoccupe, mais je pense que avec l'élaboration d'une carte interactive, là, il y a une partie du problème qui est réglée. Là. Est-ce que vous faites référence à la carte des microbrasseries? Oui. Ouais, ben c'est ça. Alors ça fait partie d'un des axes là que l'association prend, et donc faire la promotion de l'industrie, je pense que c'est important. Et donc il y a Buvons Micro, là, les bières de Micro du Québec. On fait différentes initiatives, mais là, tout récemment, il y a une carte qui a été publiée pour la saison estivale. Donc, on invite les gens à se procurer cette carte-là dans les microbrasseries et aller découvrir les microbrasseries au Québec. On couvre, il y a des microbrasseries dans 175 villes au Québec. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, je pense que chaque ville, chaque village a sa micro. Soyez curieux. Oui, elle est très bien faite, d'ailleurs, cette carte. Madame Charbonneau, dans les valeurs qui sont mises de l'avant par l'association, il y a celle de l'excellence, et ça me paraît un peu abstrait. Là. Je me demandais comment elle doit se révéler, là, l'excellence. Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Ben, on peut voir ça, c'est un mot qui est très large. On peut voir ça au niveau du produit, et ça c'est une autre préoccupation là et un point de focus de l'industrie. Alors avec notre comité qualité, on s'assure qu'il y ait des bonnes pratiques. Donc ça ça vient rejoindre cette valeur-là de l'excellence au niveau du produit, mais c'est plus large que ça. Ouais. Dans nos représentations, avec le gouvernement par exemple, mais tu sais ça peut se révéler de toutes sortes de façons, l'excellence, mais on essaie d'être professionnel dans ce qu'on fait à tous les niveaux. La permanence de la MBQ avec notre directrice générale en fait preuve quotidiennement
il y a une équipe de 5-6 personnes, là, si ma mémoire est bonne. Alors, tous ces gens-là mettent leurs compétences à profit tout au long de l'année. Puis ça se transmet, je pense. Là, les consommateurs peuvent voir ça en épicerie. On est de plus en plus nombreux à produire de la bière qui se retrouve en épicerie, mais aussi, évidemment, pour consommation sur place. Mais écoutez, en terminant, je vous souhaite un bel avenir. Je sais que ça sera le 35e anniversaire de l'association cette année. Isabelle Charbonneau, présidente nouvellement élue de l'Association des microbrasseries du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Merci à vous. Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés, déléguée à la santé et responsable de la région des Laurentides, a annoncé l'élargissement des critères d'admissibilité du programme d'allocation personnalisée pour les personnes hébergées en résidence privée pour aînés. Cette modification vise à améliorer l'accès aux services d'assistance personnelle, à soutenir les petites résidences et à favoriser le maintien à domicile des personnes aînées au Québec. L'Orchestre Avant de Saint-Jérôme a remporté la première place dans les catégories Harmonie Senior Avancée et Lecture à vue Senior Avancée dans le cadre du 96e Festival des harmonies et orchestres symphoniques du Québec qui s'est tenu du 15 au 18 mai à Sherbrooke. L'orchestre, sous la direction de Jade Piché, a aussi gagné le trophée Yamaha pour avoir obtenu la note de 94 %, soit le meilleur pointage, toutes catégories confondues parmi les ensembles seniors. L'ensemble Jérômien avait également reçu ce prix en 2015 et 2023. J'aime la TVBL parce qu'elle parle des artistes et de la culture d'ici. J'adore son équipe et la bonne humeur contagieuse de chaque plateau de tournage. Et en fait, la télé locale, c'est hyper important parce que ça parle de nous. Ce soir à l'émission, le Petit Théâtre du Nord prend d'assaut le Centre de création de Boisbriand, comme il le fait chaque été. Et on va en parler avec Mélanie Saint-Laurent, qui est directrice, cofondatrice, mais surtout comédienne dans le cas qui nous intéresse, puisque vous allez jouer une nouvelle pièce. Le Petit Théâtre du Nord est reconnu pour faire de la création, du théâtre de création. Alors, quand on s'engage, Mélanie, dans une création, qu'est-ce que ça implique exactement? Bien, en fait, une création, c'est qu'on part de la page blanche. Nous, le Petit Théâtre du Nord, c'est pas nous qui écrivons, bien sûr, mais on engage des auteurs qui vont le faire pour nous. Fait que c'est comme du sur-mesure. Puis quand on engage des auteurs, la direction artistique, qui est composée de Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier et moi-même, on fait en fait le choix de varier les auteurs ou les autrices qu'on va approcher pour avoir une plume différente d'une année à l'autre. Donc, on peut pas s'appuyer sur « Ah oui, j'ai vu le style du Petit Théâtre du Nord, j'irai pas cette année. » Non, non. On sait jamais à quoi s'attendre. On sait pas à quoi s'attendre. Puis c'est notre malin plaisir aussi, justement, à travers la comédie, parce que ça, ça reste toujours, c'est notre malin plaisir aussi, c'est qu'à travers la comédie, on va aller chercher des auteurs qui vont, en fait, décrire un pan de la société, puis de façon différente, avec sa plume, avec sa couleur, avec son phrasé différent et la façon dont il va faire rejaillir les sujets à travers sa comédie. Ça serait quoi la grande différence là, entre s'engager dans un processus de création, dans une création, et cueillir une pièce dans le bouquet dramaturgique déjà existant? Oui, en fait, la différence, c'est que quand on parle d'une création, on peut se questionner sur tout
tout ce qui est écrit, tout ce qu'on va faire. Et ça c'est autant les interprètes, les comédiens qui vont le faire, le metteur en scène, l'auteur. Cette année, on a la chance, puis ça arrive pas toujours, mais là, c'est le cas cette année, Mathieu Quesnel, qui est notre auteur, et aussi notre metteur en scène. Ouais. Ce qui fait que sur les lieux de répétition, on se pose des questions. Nous, les comédiens, on fait « Ah, ben cette réplique-là, me semble qu'elle dirait ça de cette façon-là. » Et des fois, c'est retenu, des fois, c'est rejeté. Oui. Là, on est toujours dans un processus qui nous fait avancer, mais à tous les niveaux. On peut pas se reposer sur quelque chose qui est déjà existant, qui a déjà été prouvé. On sait que tel gag va marcher. Non, tout est tout est comme questionnable. Et ça prend un auteur qui, quand il fait la mise en scène, soit capable aussi de se remettre en question. Tout à fait, oui. Et que ce travail-là de cohésion et de re-questionnement, ben à un moment donné, il faut que ça soit un entonnoir aussi. Donc, on faut pas qu'on perde les guides. On reste toujours comme au retour du sujet de OK, c'est quoi donc l'intention, c'est quoi? Il faut se questionner, mais ça fait de nous, les interprètes sur scène, quelque chose qu'on endosse complètement, qu'on a travaillé, qu'on s'est questionné et que ça nous fait avancer, dans le fond, dans ce processus-là. Ben, allons dans le vif du sujet, parce que là, on en parle d'une façon très sérieuse. Oui. Mais c'est une comédie qui s'annonce comme un peu folle, là, ce que vous nous proposez. C'est une pièce qui s'appelle La clôture de Mathieu Quesnel, mise en scène par Mathieu Quesnel. De quoi ça parle? En fait, le sujet de la clôture, tout le monde va un peu se reconnaître là-dedans. C'est l'histoire de deux voisins qui vivaient paisiblement, chacun sur leur terrain. Ils se sont jamais vraiment parlé. Et un jour, il y en a un par excès de rage qui décide de couper la haie. Et il s'aperçoit... On assume notre 4-5-0, là. Totalement. Oui, tout à fait. Et on en rit. Et donc, quand il s'aperçoit que les autres voisins, quand ils arrivent, la haie est déjà taillée, ils s'aperçoivent que finalement, c'était pas à lui, cette haie-là, c'était aux autres. Ça crée un peu de bisbille, mais il y a comme quelque chose qui s'installe à se dire « Oh, on se connaissait pas, on va peut-être quitter un peu nos télévisions puis apprendre à se connaître. » Il trouve que le terrain, finalement, c'est plaisant, que ça soit ouvert. Il décide de se mettre une piscine achetée à 4 sur la limite du terrain. Et là, s'ensuit quelques embardées et quelques troubles et conflits, ce qui fait que littéralement, le conflit va grossir. Ça finit par arriver devant les tribunaux et chacun des couples, en fait, réclame un peu la même chose. Fait que le juge décide de leur imposer de vivre une thérapie pour régler leur conflit. Et ça va être la présentation. Donc, les spectateurs sont conviés à un projet de thérapie, d'art-thérapie pour régler leurs conflits. Ça s'annonce formidable. On va falloir s'arrêter là. Du 27 juin, donc, au 23 août, au Centre de création de Boisbriand. Oui. Et je veux mentionner que c'est avec les 4 fondateurs du Petit Théâtre du Nord, Mélanie Saint-Laurent, Louise Cardinal, Luc Bourgeois, Sébastien Gauthier. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Le Centre d'intégration en emploi des Laurentides vient de lancer un tout nouveau programme d'aide à l'emploi pour demandeurs d'asile, lequel s'adresse à une clientèle ciblée de façon spécifique à Saint-Jérôme. J'en discute avec Nathalie Honoré, coordonnatrice des services pour personnes immigrantes au sein de l'organisme régional. Madame Honoré, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un programme qui s'adresse aux demandeurs d'asile qui, dans un premier temps, sont titulaires d'un permis de travail valide, mais qui ne sont pas admissibles au service public d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? De qui on parle exactement? Bien, ce sont des gens qui sont arrivés comme demandeurs d'asile ici au Canada, au Québec, et globalement qui sont autorisés à travailler. Donc, ils ont un permis de travail ouvert. Cela étant dit, oui, le gouvernement, pour l'instant, ne permet pas, en effet, qu'ils aient accès aux services d'aide à l'emploi réguliers pour, par exemple, les résidents permanents qualifiés et aussi les citoyens canadiens, nouveaux citoyens canadiens. Par rapport à ça, c'est sûr que, oui, ils sont là, ils peuvent travailler, mais ça prend de l'aide pour faire de la recherche d'emploi au Québec. Dépendamment d'où on vient, la recherche d'emploi est pas exactement la même dans notre pays que dans le leur. D'accord. Donc, ce sont toutes des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être accompagnées. Quelles sont les plus grandes difficultés qui se dressent devant elles? Eh bien, le premier élément, je dirais, ce serait le CV, le curriculum vitae, dépendamment d'où on vient.
Très clairement, le document ne ressemble pas à ce qui ressemble au Québec. Donc, on va vraiment l'aménager, donner des tournures québécoises aux postes que les personnes ont occupés dans leur pays, par exemple. Ouais. Vous parlez aussi de différences culturelles en matière d'employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est vrai aussi que une personne migrante dans son pays a pu travailler dans son domaine. Cependant, ici, au Québec, possiblement que ça sera différent par rapport au poste, par rapport, en effet, on va dire, l'exemple que j'ai envie de donner souvent, c'est par rapport à la connaissance par rapport à la hiérarchie. Au Québec, la hiérarchie est très plane, est très peu marquée. On peut parler à son directeur sans aucun problème. Dans certains pays, parler à son directeur, c'est quelque chose qui est complètement interdit. C'est une hiérarchie qui est plus à la verticale. À la verticale, en effet. Vous pouvez accueillir 40 demandeurs d'asile dans le cadre de ce programme-là. Quels sont les services que vous pouvez leur offrir? Alors déjà, on va évaluer leurs besoins. Ouais. Ça sera l'élément important de voir un peu c'est quoi, d'où est-ce qu'on part en quelque sorte et qu'est-ce qu'elles veulent. Après ça, bien l'outil premier, c'est comme je le nommais le curriculum vitae. Ça va être très très important de l'avoir véritablement aux normes québécoises. On va aussi travailler tout ce qui est du domaine des pistes d'emploi. Par rapport à ça, on arrive au Québec depuis quelques mois seulement, de connaître un peu c'est quoi le tissu économique local, de voir un peu en fonction de ce que la personne souhaite, quel est son objectif, de voir quelles sont les entreprises qui pourraient être intéressantes pour elle. Et pourquoi, Madame Honoré, ce programme-là est-il déployé seulement à Saint-Jérôme? Bien, il est vrai que beaucoup de demandeurs d'asile arrivent à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme est une ville d'accueil de façon historique. Cela étant dit, donc c'est vraiment la ville de Saint-Jérôme qui finance une partie de ce programme. Donc, Ville de Saint-Jérôme et la Caisse des Jardins donc financent en effet pour Saint-Jérôme. Mais c'est vrai que ce serait très intéressant si d'autres villes en effet se sentaient inspirées par ce projet-là, de venir nous rencontrer et de pouvoir nous l'offrir dans leur ville en question. Votre objectif, c'est de favoriser l'intégration d'au moins la moitié d'entre eux. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Pourquoi il y en a 20 qui vont échouer, qui ne se rendront pas au bout du programme? Bien, c'est vrai que par rapport à ça, les personnes ne sont pas tous au même niveau en termes de recherche d'emploi. Puis, il est vrai que on fait pas de psychologie au CIE Laurentides et il est clair que certaines arrivent peut-être avec ce qu'on appelle des chocs post-traumatiques. Donc, à ce niveau-là, on sera dans la pré-employabilité. Possiblement que oui, on va comme les accompagner, mais on n'arrivera pas forcément à un résultat probant dans les quelques mois que l'on a à travailler avec eux. Oui. Écoutez, en terminant, je mentionne que le CIE Laurentides offre une quantité d'autres services aux personnes immigrantes, évidemment, mais à d'autres types de clientèle. J'invite les gens à visiter votre site web pour en prendre connaissance. Nathalie Honoré, coordonnatrice des services pour personnes immigrantes au CIE Laurentides. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, c'est la Semaine nationale des travaux publics et la Ville de Blainville en a profité pour inviter ses employés à visiter ces ateliers. Oui, tout à fait. C'est l'occasion donc pour les employés de la Ville de découvrir les autres corps de métier qui composent les travaux publics. Alors, je vous laisse aussi découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Présentement, aujourd'hui, c'est la Semaine nationale des travaux publics. La Ville de Blainville a décidé de reconnaître ses cols bleus pendant cette semaine-là. Fait qu'on a fait une porte ouverte pour tous les employés de la Ville pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'on fait comme travail au niveau des travaux publics. Les travailleurs, c'est important parce que, oui, les travailleurs des travaux publics sont souvent un peu dans l'ombre. Ils sont importants pour le déneigement, la caduc, tous les espaces verts. On en parle pas, mais c'est important. On est un peu dans l'ombre. Fait que pour la Ville, c'est important de souligner ce que les travaux publics faisaient pour la Ville de Blainville. On a 92 cols bleus permanents. On a environ 20 temporaires. Au niveau du service des travaux publics, si on inclut les cols blancs avec les gestionnaires, on est 130 employés. C'est très, très diversifié, les travaux publics d'une ville. On entretient toutes les infrastructures de la ville, mais tout ce qu'on doit utiliser aussi pour entretenir la ville. Exemple comme la mécanique. La mécanique va entretenir les véhicules qui servent à entretenir toutes les infrastructures de la ville.
mais on a des ateliers distincts pour tous les groupes d'employés, la caduc égout, les bâtiments, on a les parcs espaces verts, on a la menuiserie, on a la signalisation, la voirie. Fait que chacun a son atelier, puis ils partent le matin puis pour entretenir la ville. Comment ça a commencé? C'est qu'il y a 4 ans, en 2022, on m'a approché pour réaliser des capsules dans le but de faire découvrir les métiers des travaux publics auprès des futures générations pour qu'ils sachent que c'est disponible. Et de fil en aiguille, ben je me suis un peu... j'ai développé un sentiment d'appartenance avec les gens des travaux publics parce que, je veux dire, on est des humains, on est tous pareils, puis souvent, je trouve que on voit pas tout ce qui se fait au niveau des travaux publics. On n'est pas conscient. Des fois, on voit le déneigement, on voit certains trucs, mais il y a plein de choses qu'on voit pas et qu'on prend un peu pour acquis, qu'on a de l'eau potable dans nos robinets, mais c'est pas nécessairement acquis. Et depuis 2 ans, cette année, ben là, mon mandat, c'est devenu porte-parole de la Semaine nationale des travaux publics, qui est vraiment une fierté qui m'habite. J'aime cette connexion-là avec les gens, avec le vrai monde. Je trouve ça touchant, ce que je vois. Les équipes que je vois, comme quand on voit les allocutions, de voir ce rassemblement-là, je trouve ça beau. Il y a plein de choses que je découvre et que je trouve passionnantes. Tu sais, on visitait à Blainville aujourd'hui et j'étais dans le domaine de l'horticulture et je savais même pas qu'il y avait un DEP qui se donnait en horticulture. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire peut-être dans le futur ou dans une autre vie ou je sais pas. J'ai rencontré Josée aussi qui est comme une artiste qui crée des décors aussi pour la ville. Ça, je trouve ça magnifique. Mais dans tout ce que j'ai touché comme métier, c'est sûr que être au volant d'un rouleau compresseur ou d'un petit rotoculteur, je trouve ça trippant. Mais j'ai appris plein de choses au niveau aussi des égouts, des caméras. Il y a vraiment plein de choses que j'ai appris. On est souvent en appui au niveau des mesures d'urgence. On est souvent là en même temps que les pompiers, les polices. On est un peu dans l'ombre, mais les gens nous reconnaissent, ils nous voient sur place, ils sont contents qu'on soit là. Bien, souvent, les gens savent pas qu'est-ce qu'on fait. Puis oui, des fois, il peut y avoir des impacts sur ce que les autres font sur nos travaux. Il faut avoir de la patience, oui. Si on parle de déneigement, le déneigement, c'est facile, mais un coup que la neige est tombée, il faut toute la ramasser. Bien, plus qu'il y a de quantité de neige, plus c'est long, fait que ça, il faut être patient. Le printemps, ménage du printemps, bien, il y a Dame Nature qui est là en même temps. Fait que les journées de pluie, bien, ça ralentit. Fait que comme là, on a connu un mois de mai très pluvieux, mais quand même, on n'a pas de retard cette année dans notre préparation au niveau du ménage du printemps. Mais ça va quand même bien, mais il faut être patient. Je suis fermement TP. Je suis fier des travaux publics de la ville de Blainville, mais je suis un passionné de travaux publics. Je pense que les citoyens sont reconnaissants aussi pour la majorité de tout ce qu'on fait pour eux dans le quotidien. La Ville de Sainte-Thérèse organise un événement semblable samedi prochain, le 24 mai, aux ateliers municipaux de la Ville et c'est ouvert à tous et à toutes. Merci Clara, on se revoit après les vacances d'été. Oui, tout à fait. Bonnes vacances, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était aussi la dernière de la saison pour Accès local. Des émissions comme celle-là, on en a tourné 96 depuis le début du mois de septembre. C'est le résultat d'un travail d'équipe qui prend tout son sens à chaque fois que vous nous regardez. Ben encore merci pour ça. Je vous invite à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca puisqu'il y aura toute de nouvelles propositions pour la saison estivale. Encore une fois, merci et passez un bon été.